des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au nord du Portugal, près de la vallée du Douro, le domaine de la Casa de Mateus est installé au cœur des vignobles. La Casa de Mateus lie terres agricoles et jardins d'apparat. Un palais baroque du XVIIIe siècle se dresse aux côtés d'un ancien lavoir et d'un séchoir à grains. La famille du comte Albuquerque habite la Casa de Mateus depuis plus de 3 siècles. De génération en génération, le patrimoine s'est développé grâce à la production céréalière et viticole. Au XVIIIe siècle, l'ancienne maison familiale est remplacée par un palais baroque et sa chapelle. Progressivement, de nouveaux jardins d'apparat ajoutent au faste de la propriété. En 1960, le paysagiste Ribeiro Teles crée un miroir d'eau à l'entrée du domaine. Pedro Ginja est ingénieur forestier, auteur d'une étude sur les arbres du domaine. Pedro, le dispositif d'entrée dans le domaine est théâtral, puisqu'on rentre d'abord en traversant un bois qui bloque la vue, et puis d'un coup, on se retrouve face à ce miroir d'eau qui dialogue avec le bâtiment. Quand Gonçalo Ribeiro Teles dessine ce lac et cette entrée, il réussit à créer un effet qui fait du palais le point central du paysage. En créant ces allées, ces rideaux de végétation dense, il attire notre attention vers le bâtiment. Et en ajoutant le reflet de la maison, il réussit un effet vraiment théâtral. Ça suscite toujours l'étonnement quand on visite le domaine. Alors on a le sentiment que l'architecture et les espaces extérieurs et les jardins font partie d'une seule et même énergie. Ils semblent très cohérents et pourtant la chronologie n'est pas la même. Oui, c'est l'un des aspects très intéressants de la Casa de Mateus. On a comme maison seigneuriale un palais d'architecture civile du début du XVIIIe siècle et dans le jardin, on retrouve un style néo-baroque, bien postérieur, datant principalement de la première moitié du XXe siècle. Le visiteur peut penser que c'est le même espace qu'il y a 300 ans, mais pas du tout. Les jardins sont une création néo-baroque, une réinterprétation faite au XXe siècle. Même s'il est vrai qu'on peut avoir l'impression que les deux ont été conçus à la même époque, la maison est bien antérieure. Pedro, quelle est l'origine du jardin supérieur sur lequel nous sommes et des parterres de broderie? Nous avons des archives qui font référence au style originel de la maison.
À l'époque, ce jardin était assez dégradé. Il n'en restait pratiquement rien. Il a été redessiné dans les années 1930. C'est un jardin avec un motif géométrique de buis conçu par Guedes de Amorim, un architecte venu intervenir sur plusieurs jardins, dont ce parterre. Quand il fait ce dessin, il respecte le passé. Nous pouvons observer ce qu'il reste des camélias, qui nous donnent cette atmosphère dans la perspective de l'axe. Il n'a pas eu le courage d'éliminer la végétation des époques antérieures, notamment avec les camélias et le palmier. Ces éléments sont maintenus et le tracé de buis s'adapte à l'ancien dessin. Et aujourd'hui, nous pouvons parfaitement faire la différence entre les différentes époques, ce qui apporte de la valeur à cet espace. Derrière l'arche des camélias, un tunnel de cyprès invite à profiter de l'ombre et de la fraîcheur. La création de cette immense voûte végétale est le résultat de 70 ans de taille. Pedro, comment on maintient un ouvrage végétal comme celui-ci, un véritable monument vivant en fait? C'est une des difficultés. Ici, dans le tunnel, ce sont des résineux sensibles au tassement. Nous avons un gros problème à cause du passage des visiteurs. Les racines des arbres sont très tassées et cela nous préoccupe. Ce tunnel est constitué d'environ 80 arbres différents imbriqués. Ils sont en forte compétition les uns avec les autres. Si nous avions donné plus de place à ces arbres, ils seraient énormes. Mais là, puisque les cyprès sont plantés dans un alignement très serré, certaines de ces plantes sont fragilisées et perdent de leur vitalité. C'est la raison pour laquelle nous avons quelques trous dans le feuillage. Ces trous se referment lorsque les branches de l'arbre voisin les recouvrent. Il faut veiller à entretenir le sol et tailler le dôme. L'élagage pour entretenir la forme de la taupière est fait régulièrement. Les jardins de Casa de Mateus sont composés autour d'un axe qui structure la propriété et traverse les bâtiments. Un miroir d'eau marque l'entrée de la demeure. Des jardins en terrasse surplombent le jardin des fleurs et le jardin de la couronne. Une voûte de cyprès longe les 3 pièces d'eau. Des treilles accompagnent les allées et conduisent vers les vignes. Des parcelles rectangulaires font la transition au sud entre la demeure et les terres agricoles. Antonio Tavera est jardinier en chef du domaine depuis près de 40 ans. Son grand-père a planté les premières broderies de buis dans les années 30, tandis qu'Antonio a introduit les premiers rosiers et les lilas des Indes. En profitant du climat de la vallée du Douro, avec ses étés chauds et secs, ses hivers doux et humides, il a récemment enrichi le jardin des fleurs.
Avant, il n'y avait que 2 variétés de fleurs, qui étaient les astères de Chine et les ignaces. Alors, on se retrouvait presque sans fleurs, dès le milieu de l'été. Et on a donc décidé de changer la plantation, pour avoir des fleurs 12 mois sur 12. Et j'y suis arrivé. Alors quel type de fleurs poussent en hiver? En hiver, j'ai toujours des fleurs. Par exemple, les astromélias, qui sont là de janvier à janvier. C'est une plante qui donne des fleurs toute l'année. C'est incroyable. Je n'arrivais pas à y croire. C'est pour ça que j'en ai mis à plusieurs endroits. Je ne voulais vraiment pas risquer de perdre cette plante qui donne une très belle fleur. J'en enlève au fur et à mesure. Regardez. J'enlève celle-ci qui est vieille. Et celle-ci aussi. Celle-ci ne donne plus rien. Ouais, elles ont déjà fait leurs fleurs, quoi. Et d'autres poussent à la place, vous voyez? Il y en a des nouvelles. C'est reparti. Oui. Dans 15 jours, si j'enlève celle-ci, il y aura déjà de nouvelles fleurs. Tu vois ça? C'est tout récent. Plus on en arrache, plus ça donne. Et ça jusqu'au mois de janvier, alors, pour un prochain cycle. Ouais. Antonio, est-ce que dans ce jardin, vous vous sentez chez vous? Est-ce que c'est un jardin qui vous manque quand vous êtes absent? Oui, bien sûr. J'ai la nostalgie de mon jardin, parce que c'est toute ma vie ici. Si je n'entretiens pas tous les jours le jardin de ma maison, ce n'est pas grave. Mais ici, il faut toujours que je le maintienne propre, sans mauvaises herbes, parce qu'il y a beaucoup de tourisme. C'est une grande responsabilité. Quand je suis en vacances, oui, ça me manque. C'est toute ma vie, ce jardin. Comme son grand-père avant lui, Antonio taille à la main toutes les broderies de buis. Pedro, le jardin de la Couronne se distingue par la simplicité de ses matériaux. On a juste un petit gravier clair, une petite grave claire, du buis, quelques camésipari, un cyprès. Finalement, c'est l'espace le plus sobre des jardins de Casa do Mateus. Pourtant, dans le dessin, c'est probablement le plus complexe. Oui. Ce jardin est vraiment différent et pour plusieurs raisons. Il est simple et soigné, et sa beauté réside justement dans cette simplicité, dans le dessin et dans les matériaux. Le buis et le gravier sont les 2 seuls éléments utilisés pour créer ces arabesques et le dessin d'ensemble. Et ça fonctionne très bien quand le jardin est vu de haut. Nous avons alors une perception complète des buis sculptés. Ils forment un ensemble parfait. Ce jardin a été dessiné par Paulo Ben Slimane en 1948. C'est après qu'ont été ajoutés des éléments comme le fronton et les 2 cyprès. Mais les motifs des couronnes ont été maintenus depuis l'origine. Le long du jardin de la Couronne,
des piliers en granit relient les jardins ornementaux aux terres agricoles. Angela Silva est historienne des jardins à l'université de Vila-Real. Angela, au gré de la promenade dans l'axe principal du jardin, on va passer d'un jardin très ornemental à un paysage de vignes. Il est intéressant de remarquer que dans cette région, les quintas, les exploitations agricoles qui produisent du vin, ont effectivement des jardins ornementaux. Et entre ceux-ci et les terres agricoles, il y a des zones de transition. Ici, à la Casa, nous avons un jardin classique, formel. Il s'organise autour d'un axe principal qui se prolonge avec cette allée, la Latada. Elle a été conçue en même temps que la construction de la maison, au XVIIIe siècle. Cette latada s'inscrit dans la continuité de l'axe de la propriété et vient souligner le vignoble. Alors, comment on peut définir ces latadas, ce qui est autour de nous ? La latada se distingue de la pergola. Même si elles ont toutes les deux pour fonction de soutenir la végétation, la latada est associée à la vigne, alors que la pergola porte des plantes ornementales. Et alors, les latadas, elles sont aussi caractérisées par ces colonnes de granit qui, ici, contrairement à celles qu'on va rencontrer un petit peu plus loin dans les champs, sont taillées, sont ornementées. Oui, notamment à partir du XVIIIe siècle, dans ces grandes propriétés qui utilisent le granit, avec ce style baroque du nord du Portugal. Cette pierre brute est travaillée, ici avec ces piliers sculptés, qui ont tous un motif différent. Mais aussi dans les escaliers, sur les statues et les bordures au sol. C'est fréquent dans les jardins du nord du pays, où le granit est la roche par excellence. Le granit est aussi utilisé pour l'ancien lavoir et le séchoir à grains, mais ces ouvrages agricoles sont d'une facture rustique. Ici, le granit est omniprésent. Au sol, avec les pavés, les dallages. Sur les façades, avec les fenêtres et les linteaux. Ou sur le grand portail d'entrée. Une roche qui signe l'identité du domaine. La géologie, l'orientation et le climat contribuent à la qualité du vignoble. Pourtant, au cours de la Seconde Guerre mondiale, la rentabilité du vignoble portugais connaît une récession. Le propriétaire du domaine, le comte Francisco Albuquerque, va alors convertir quelques parcelles viticoles en vergers et se tourner vers la production de confitures. Mais depuis 15 ans, la production du vin est relancée.
Aujourd'hui, une des allées principales est encore bordée de nombreux arbres fruitiers. Inès Albuquerque, petite fille de Francisco, se souvient de son enfance à la Casa de Mateus. Mon grand-père, il avait la passion des pommes et des poires surtout. Il voulait essayer de manger le fruit dans sa seconde de perfection. Et il disait que ce moment était 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures après la floraison. Alors sur chaque un de ces arbres, il y avait une petite plaque avec la date de la floraison. Ces employés devaient noter quel était ce jour et cueillir au bon moment. Au bon moment. Et c'est l'une des petites histoires qui se maintient encore dans la famille. C'est toujours d'essayer de trouver la poire. Quand on trouve la poire dans son moment de perfection, c'est une fête pour tous. Inès, est-ce qu'il y avait des lieux dans le jardin qui étaient plus propices à l'imagination et au jeu? Il y avait plusieurs endroits qui étaient magiques en notre enfance. Et il y avait une salle où il y avait toutes les échasses et tous les jeux. Et alors, c'était la première chose qu'on faisait le matin, c'était d'aller ouvrir la porte, prendre les échasses, les emmener au jardin. On traversait les lacs, on faisait toutes sortes de jeux avec les échasses. Et on avait aussi des petits parcours genre triathlon, des courses qu'il fallait faire. Oui, qu'il fallait faire. Une partie en échasse, c'était ma préférée, j'étais la meilleure. une partie en bicyclette qui était sur toute cette allée. Ouais. Et après, on finissait à la piscine. La Casa de Mateus est aujourd'hui une des institutions culturelles les plus actives du Portugal. Le fonds d'archives, conservé à travers les siècles, témoigne aussi bien de l'histoire de la famille que de celle du pays. Inès, comment on maintient aujourd'hui un lieu patrimonial comme celui-ci, qui n'est pas seulement un patrimoine familial, mais aussi un patrimoine national? La maison est patrimoine national depuis 1911. Mon grand-père a fait une fondation pour que la maison ne soit pas seulement une maison utilisée par la famille ou visitée par les touristes, mais que ce soit un endroit de discussion, d'échange d'idées. Ouvert à tous. Ouais. Ouvert à tous. Et surtout, ici, Inès, vous conservez un véritable trésor. Oui, mon père, il dit toujours que s'il y avait un malheur, le document, l'objet qu'il essayerait de sauver, c'est l'édition des Lusíadas de Dom José Maria. Dom José Maria est le petit-fils de celui qui a fait construire la maison et mon 6e grand-père. Pour préserver notre identité nationale, il a fait publier à ses frais le livre des Lusíadas, qui est l'histoire racontée en vers des Portugais depuis la fondation du pays, jusqu'à 1550. Jusqu'à moi, j'ai notre grand poète national, c'est comme Goethe en Allemagne. Le livre en parchemin, en 2 volumes, avec les dessins de Fragonard fils, sont ici dans notre bibliothèque. Jusqu'à Dom José Maria, toute la famille était surtout des gens liés à la magistrature, à l'église, et ils étaient tous des militaires. Et lui, il ouvre cette porte merveilleuse, la culture, des arts, qui est en ce moment notre fil conducteur de toutes nos activités. Depuis toujours, la famille Albuquerque a eu à cœur de faire rayonner la Casa de Mateus au-delà des limites de son domaine. Les différents jardins sont parfaitement préservés, entretenus et continuent d'évoluer.
Le dialogue et l'équilibre entre l'architecture, les jardins d'apparat et les parcelles de vignes et de vergers qui entourent le domaine confèrent à la propriété un charme fou. Ce sentiment extraordinaire que l'on visite un trésor, une perle rare dans l'histoire de l'art des jardins au Portugal et en Europe. Quand en 1420, les explorateurs portugais découvrent l'île de Madère, vierge de toute population, ils sont étonnés par la démesure de la végétation. Au milieu de l'Atlantique, à la croisée des chemins entre Europe, Afrique et Amérique, Madère devient une halte privilégiée pour tous les voyageurs. C'est également un lieu de transit pour les plantes exotiques rapportées par les marins, les missionnaires et les botanistes. On appelle souvent Madère l'île Jardin grâce à ses nombreux parcs, jardins et autres quintas, les grandes propriétés agricoles, qui s'y sont développées notamment au XIXe siècle. Le jardin de la Quinta do Paleiro est créé en 1804 par le comte de Carvalhal. Raimundo Quintal, docteur en géographie et spécialiste des jardins madériens. Raimundo, à quoi ressemblait le domaine de Paleiro avant la création du jardin en 1804 ? En 1804, cette zone était désertique. Il n'y avait pas de végétation. Le premier comte de Carvalhal était un homme très riche. C'était le propriétaire le plus important de Madère. Il commença par construire ici un petit pavillon de chasse. C'était un homme très éclairé, amateur des jardins monumentaux français. Dans le plan du premier jardin, on ressent l'influence française, avec trois grands axes. Celui sur lequel on se trouve, qui débouche en face de la maison, et deux autres axes, perpendiculaires à celui-ci. Le comte a planté les arbres tout le long de ces axes, principalement des platanes, qui ont bien poussé depuis. Ce n'est qu'à partir de 1885 que le jardin évoluera vers sa forme actuelle, avec l'arrivée de nouveaux propriétaires, les Blandy. Cette famille anglaise de négociants en vin rejoint une communauté de commerçants déjà bien établis à Madère depuis le XVIIe siècle. La famille Blandy construit des exploitations agricoles avec des jardins d'agrément. L'une d'elles est la Quinta do Paleiro Ferreiro. Monsieur Blandy demande à un architecte anglais de dessiner la maison avec une vue superbe sur Funchal. À partir de cette maison, le jardin est réordonné à la mode de la fin du 19e, début 20e. Un jardin victorien, mais adapté au climat et au sol madérien. Les éléments du jardin victorien se retrouvent essentiellement dans les bordures fleuries, tandis que l'influence madérienne se ressent dans les allées de galets de basalte, appelées calades, qui lient les différentes parties du jardin. Le jardin de Paleiro est construit autour d'un axe monumental qui se dirige vers l'ancien pavillon de chasse. Deux axes perpendiculaires historiques mènent vers le jardin de la Dame et la petite chapelle. Séparé du reste du jardin par une rivière sinueuse, le jardin principal, ou Main Garden, se divise en 6 rectangles. Le jardin creux, ou Sunken Garden, est situé au pied de la demeure victorienne. Il domine le vallon escarpé du Ribeiro do Inferno, jardin sauvage et naturel.
Les différentes parcelles possèdent chacune une ambiance particulière. Un éclectisme lié au goût de chaque génération de propriétaires, et notamment Mildred Blandy. Et Raimundo, qui était Mildred Blandy et comment elle a influencé la forme et l'atmosphère du jardin? Mildred Blandy dans la deuxième moitié du XXe siècle, entre les années 1950 et 1980, Mildred Blandy connaît les techniques de jardinage. Elle côtoie de nombreux pépiniéristes, des collectionneurs de plantes. Elle va à des expositions. Ce jardin porte la marque d'une femme et une main féminine qui n'était pas anglaise, car elle était originaire d'Afrique du Sud. Elle en rapporte de nombreuses plantes. Elle remarque que le climat a des caractéristiques identiques à celles de l'extrémité sud du continent africain, de la région du Cap-Vert, une région avec une énorme biodiversité. La seule différence, c'est qu'été et hiver sont inversés. Tout à l'envers. De sa terre natale, elle rapporte un grand nombre de plantes qu'elle dispose dans l'espace pour créer une explosion de couleurs. Ainsi, Mildred plante des espèces originaires d'Afrique du Sud, comme des strelitzia, des aloés et des agapanthes. Finalement, Mildred, elle arrive à une époque, fin 19e, début 20e, qui est très emblématique de l'action des femmes dans la constitution des jardins. Et de cette manière que vont avoir les femmes à s'impliquer pas seulement dans le dessin, dans le choix des plantes, mais aussi dans le jardinage en tant que tel. C'est-à-dire qu'elles viennent vraiment jardiner, ici par exemple à Quinta do Paleiro. Je pense que Madame Mildred Blandy, amoureuse des plantes comme elle était, a non seulement été une collectionneuse, mais elle venait aussi au jardin. Elle prenait le temps d'y réfléchir. Elle donnait des orientations aux jardiniers. Quant à l'intérieur des parterres, on voit une broderie avec des fleurs provenant de différents endroits. Quand on voit ces plantes taillées en forme d'oiseaux, quand on va au Sunken Garden, ce parterre creusé où elle joue avec des pierres, avec un petit bassin, on peut dire qu'il y a une sensibilité clairement féminine. Une sensibilité qui, à mon avis, fait toute la différence. Le jardin de la Dame, composé de plusieurs espaces intimes, constitue l'un des chefs-d'œuvre de Mildred Blandy. L'autre espace privilégié de Mildred est le jardin creux, ou Sunken Garden, d'inspiration anglaise. Il s'insère dans un ensemble de 6 parterres appelé le Main Garden, ou jardin principal. Christina, la belle-fille de Mildred Blandy, poursuit son œuvre. Christina, ce jardin fait partie des 6 carrés du Main Garden. En revanche, il est extrêmement différent de ces 6 carrés. Quelle est l'origine du Sunken Garden? À l'époque où les grands-parents de mon mari Adam vivaient ici, c'était un terrain de croquet. Et ma belle-mère Mildred rêvait d'avoir un Sunken Garden, autrement dit un jardin creux. Comme en Grande-Bretagne, parce que c'était un peu une tradition anglaise. Oui, tout à fait. Au début des années 40, elle s'est rendue en Afrique du Sud pour voir sa famille. Et c'est là que mon beau-père a décidé de lui faire une surprise. Quand elle est rentrée après quelques mois d'absence, il avait fini de construire le Sunken Garden. Elle y ajouta les plantes qu'elle voulait. C'est elle qui a apporté tout ce que l'on voit ici.
Mildred a d'ailleurs eu cette phrase extraordinaire. S'il y a des éléments dans ce jardin que vous ne voyez pas, cela ne veut pas dire que l'on n'a pas essayé de les y intégrer. En d'autres termes, si vous essayez quelque chose qui ne fonctionne pas, pourquoi s'entêter lorsque d'autres marchent bien mieux? J'ai donc essayé beaucoup de choses qui n'ont pas toutes fonctionné et je me suis dit, oh, elle a dû les essayer aussi. Et alors là, vous utilisez un matériau végétal qui est assez étonnant ici. C'est pas le buis avec lequel on fait des taupières, même si c'est le buis qui cerne le jardin. C'est le Muhlenbeckia. Le Muhlenbeckia, oui. Il pousse très bien ici. C'est pas du tout le même comportement que le buis, hein. Vraiment. C'est vraiment un arbre avec lequel on peut faire de l'art taupière, mais qui est rampant. Donc si on lui offre une surface un peu rugueuse, il va venir se faufiler. Et quelque chose de plus liquide que le buis, de moins rigide en fait. L'idée vient de l'art taupière. Et puis c'était sûrement à la mode à cette époque. À ce moment-là, ouais. Nous avons décidé de tout conserver tel quel. Comme vous le savez, c'est un très vieux jardin et nous ne voulons pas le modifier, ni le rendre plus moderne. Je me sens gardienne de ces lieux, car ce jardin est spécial. Il évolue depuis tant d'années. Et d'ailleurs, Cristina, comment vous pourriez qualifier l'atmosphère de Quinta do Paleiro, l'atmosphère de ce jardin? C'est un paradis, évidemment. Et après m'être éloignée un certain temps, je me dis, mon Dieu, mais c'est magnifique. Nous sommes sur une petite île au milieu de l'Atlantique et nous sommes face à cet endroit. C'est le bonheur. Madère possède un sol volcanique particulièrement riche et acide qu'il n'est pas nécessaire de fertiliser. Miguel est jardinier à la Quinta do Paleiro depuis 18 ans. Miguel, avez-vous besoin d'acheter vos plantes ou est-ce que vous produisez vous-même vos annuels et vos vivaces ici à Quinta do Paleiro? Non, nous n'achetons rien. Tous les ans, au moment voulu, nous récoltons les graines des plantes annuelles, nous les rangeons et après nous faisons des semis en octobre pour les replanter l'année d'après. En ce qui concerne d'autres arbustes ou plantes, même les bulbes, nous retournons la terre et nous en profitons pour les diviser de façon à les reproduire. Et c'est pareil avec la majorité des plantes buissonnantes. Nous réussissons à les reproduire en les taillant et en les bouturant. Ce qui par bonheur ici est assez facile, car le climat est idéal et ça aide beaucoup. Et Miguel, on rencontre aussi de nombreux papillons dans le jardin. Oui, nous avons plusieurs papillons, notamment le tête-muscat et le monarque. C'est ce fameux papillon qui va du Mexique jusqu'au nord de l'Amérique. Il paraît qu'ils ont traversé l'Atlantique pour arriver ici à Madère, où on en trouve beaucoup. Est-ce que les jardins de Quinta do Paleiro sont fleuris toute l'année avec ce climat extraordinaire? Par chance, nous avons à Madère des plantes et des fleurs tout au long de l'année. Bien sûr, l'apogée est au printemps. Nous faisons toujours en sorte d'avoir une plante qui, à un certain moment de l'année, soit en fleurs. Et l'ensoleillement de l'île nous le permet. Il faut en profiter. Grâce à ces montagnes qui retiennent les nuages et favorisent l'humidité, et à sa situation isolée au cœur de l'Atlantique, la végétation madérienne abrite de nombreuses espèces endémiques.
Au milieu de l'île, dans les hauteurs, la laurisilve, forêt subtropicale qui accueille différents types de lauriers, est inscrite au patrimoine naturel de l'UNESCO. Felipe est guide nature. Pourquoi on rencontre cette forêt plus particulièrement sur la face nord de l'île de Madère? C'est en relation avec la géographie de l'île. Les vents du nord arrivent sur l'île. Ils montent et cela forme un brouillard. Mais en fait, c'est sur la côte nord que se trouvent les plus grandes zones de laurisilve, en raison de la plus grande abondance de nuages. Qu'est-ce qui fait de cette forêt, de cette laurisilve, une forêt unique au monde? C'était une forêt qui, initialement, était aussi dans la zone méditerranéenne. Avec l'évolution géologique et donc climatique, comme les aires glaciaires, ce type de forêt a disparu dans la zone méditerranéenne. Mais elle a survécu dans les archipels atlantiques, aux Açores, à Madère, aux Canaries et un peu au Cap-Vert. Ils sont notamment connus sous le nom de Macaronésie, qui est un terme grec. Macaron signifie chanceux et Nisoé, île. Donc Macaronésie veut dire île chanceuse. Et c'est à Madère qu'existent les plus grandes zones de laurisilve. Je suppose qu'il y a quand même un lien entre le terme laurisilve et puis les arbres que l'on peut rencontrer ici. Exactement. Ce n'est pas par hasard. Dans le cas de la laurisilve, nous retrouvons le terme lauro. C'est une référence au laurier. Dans les laurisilves du Til, où nous nous trouvons actuellement, c'est facile d'identifier le laurier commun. Nous retrouvons encore des restes de la laurisilve originale à travers certaines espèces. En même temps, dans cette laurisilve apparaissent des néo-endémismes, c'est-à-dire des plantes d'origine continentale européenne et américaine qui sont arrivées sur l'île par les différents processus de colonisation habituels. En termes de biodiversité, c'est une forêt assez riche. La richesse végétale de la laurisilve tient également à l'abondance d'eau qui la traverse. À partir du XVIe siècle, l'homme la canalise avec des réseaux d'irrigation, les levadas, dont profite la Quinta do Paleiro. Le jardin constitue un lieu exceptionnel de préservation des espèces. Virgilio Silva, membre de l'Association des Amis du Parc écologique, veille à la réintroduction de la laurisilve et à la protection de l'environnement. Virgilio, est-il juste de dire de Madère que finalement cette île est comme une porte d'entrée, comme un carrefour des plantes exotiques vers l'Europe continentale? Oui, c'est vrai. Madère est aussi devenue un endroit très renommé pour l'adaptation de plantes qui venaient de l'hémisphère sud. Madère, grâce à son climat tempéré, a favorisé l'adaptation de ces espèces au nouveau cycle de lumière et de saison. Si bien que quand elles arrivaient à leur destination finale en Europe continentale, elles étaient déjà adaptées à l'hémisphère nord. Alors ici, Virgilio, on a un arbre avec une écorce particulièrement tourmentée, puis surtout des inflorescences qui sont spectaculaires. Alors de quoi s'agit-il?
Celle-ci est une Banksia rata, qui vient de très loin, plus précisément d'Australie. Comme toutes les Banksia, on trouve ces fleurs très jaunes en début de floraison. Cependant, lorsqu'elles sèchent, les fleurs et les feuilles deviennent marrons. Si bien que c'est un arbre facile à distinguer. Les feuilles aussi sont très reconnaissables. Et ça, c'est une protéacée alors? Oui, c'est une protéacée. Habituellement, on pense à elle en tant que fleur ou sous forme de petits arbustes. On les imagine plutôt de cette taille-là, en fait. C'est vrai. Ce genre d'écorce est une stratégie de défense contre les incendies, qui sont très fréquents dans son habitat d'origine. Son écorce est très épaisse et rugueuse. Et ici, Virgilio, là, on a un arbre avec un feuillage très délicat, des petites fleurs avec de grandes étamines blanches, qui attirent d'ailleurs les abeilles, et puis des petits fruits rouges. Oui, celui-ci c'est le Syzygium paniculatum. Les fruits sont délicieux. Ils ont une saveur agréable et sont produits et commercialisés en Australie, où ils sont très appréciés. Ce n'est donc plus seulement une espèce naturelle. Elle a aussi une fonction économique. Je peux le manger? Tant que tu veux. Celui-ci n'est pas toxique. Ok, tu veux la preuve? Toi, tu ne veux pas courir de risque. Vous commencez à l'avoir. Et alors le Syzygium, il est de ce Syzygium là, il est de la même famille que le clou de girofle en fait, que le giroflier. Au-delà de sa collection de plantes exotiques, le jardin joue depuis peu le rôle de conservatoire des plantes endémiques de Madère. Le dragonnier, c'est l'un des exemples. On peut voir que c'est un exemplaire très jeune. Alors il a une silhouette de palmier, mais c'est pas du tout un palmier. Non, ce n'est pas un palmier, c'est une autre famille. Il a une implantation géographique qui couvre pratiquement toute la Macaronésie, bien qu'aujourd'hui il soit difficile de la retrouver dans son habitat naturel. Les premiers colons qui l'ont trouvé ici, dans les Canaries et aussi au Cap-Vert, la convoitaient pour sa sève, le sang de dragon. Qui est rouge, hein? Qui est rouge. Oui, qui est rouge. Pour ses propriétés en tant que colorant et en tant qu'encre. On croyait aussi que cette espèce avait des propriétés presque magiques. Dans ces temps-là, il y a 500 ans, on croyait qu'elle guérissait beaucoup de maladies. Le dragonnier a aussi perdu son habitat au fur et à mesure que les Portugais et les Espagnols ont colonisé ces îles et occupé l'espace naturel des dragonniers. Ils ont eu de moins en moins la capacité de se reproduire. Et aujourd'hui, ce n'est qu'avec l'aide de l'homme qu'on parvient à le préserver à Madère. En fait, nous n'aimons pas les jardins avec une logique systématique. Ce serait comme une prison qui retiendrait les espèces. Mais d'un autre côté, nous avons le sentiment que ces espèces sont en voie d'extinction et risquent de disparaître. C'est la seule façon que nous avons de les préserver. Apporter nos espèces locales au jardin, c'est également un moyen de les sauvegarder. Quinta do Palheiro é jardim. Quinta do Palheiro est pour moi le jardin le plus important de Madère, connu pour être une île de fleurs. Les conditions climatiques très favorables rendent Quinta do Palheiro spéciale. Elles nous permettent de profiter de fleurs et d'arbres provenant du monde entier, les 12 mois de l'année,
Même lorsque c'est l'hiver et qu'il neige beaucoup dans le reste de l'Europe, où l'on ne peut profiter des arbres qu'à la maison ou dans les serres. A Quinta do Palheiro, para já, para mim é quase Quinta do Palheiro est pour moi le lieu d'accueil par excellence des plantes sur l'île. exceção de excelência da ilha.